Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour notre conférence de presse. Je tiens à remercier aussi notre ambassadeur, Pierre Chaumet, à nous accueillir à son établissement, Lambos, qui, à ma connaissance, fête jour pour jour ses 4 mois d'ouverture. Alors, comme vous savez, nous traversons une crise très très grave, d'une violence inouïe, avec une adaptation en permanence. Une chose qu'il faut retenir, c'est que personne n'est épargné. L'ensemble des filières subissent les conséquences, à la fois économiques, mais aussi sanitaires. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est le temps du redémarrage et surtout d'une certaine confiance, mais avec un peu de prudence. Je vais m'en expliquer. Confiance parce que nous avons beaucoup travaillé sur nos schémas de production, la biosécurité, et que nous avons été aussi un peu innovateurs. C'est une décision assez historique où on a pris sur une région la décision de baisser la densité pendant la période la plus sensible. Ça nous a permis aussi de continuer à travailler, de ne pas arrêter les établissements. Et pour nous, c'était une première. Mais aussi, confiance parce que notre foie gras il est reconnu, indispensable pour les fêtes de fin d'année. Et ça, je remercie l'ensemble des consommateurs où ils ont répondu présent, malgré un contexte un peu anxiogène, très inflationniste. Voilà. Alors, j'évoquais le mot de prudence, parce qu'il s'agit d'un élément de transition. Au-delà des mesures que nous avons prises de travail de biosécurité, de la baisse densité, nous misons beaucoup sur le phénomène de la vaccination. Ça, c'est notre heure d'espoir. Alors, prudence, parce qu'il faut être extrêmement vigilant à tous les niveaux pour ne pas reproduire un scénario catastrophe. Alors, à la fois, nous sommes confiants sur les travaux qui sont menés pour qu'on puisse à la fois travailler sereinement, retrouver la résilience et en parallèle mettre, je l'évoquais, la partie vaccination en mise en œuvre. Je vais m'arrêter là. Je vais donner la parole à l'ensemble de l'équipe du CIFOC qui va vous détailler un peu l'année écoulée et les plans de demain. Alors pour la partie consommation et le bilan de la saison, je donnerai la parole à Marie-Pierre P. et Victor Guillon. Pour les conditions de reprise de production, nous avons la chance d'avoir notre ingénieur sanitaire Marie Laborde qui évoquera la partie plan de relance et à la fois comment on va redémarrer. Et ensuite, nous restons toujours très proches du consommateur avec notre partie communication, pédagogie, sensibilisation de nos produits, toutes les générations. Et là, ce sera Marie-Pierre en collaboration avec Victor Guillon. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Marie-Pierre P, notre directrice. Marie-Pierre. Merci Eric. Bonjour à tout le monde. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour faire ce petit point au printemps. Je tiens à ce mot printemps parce que pour toute notre équipe, nous avons l'impression que le printemps revient pour notre filière et ce sera les mots que nous souhaitons retenir effectivement. Beaucoup de points positifs nous redonnent confiance, comme le dit Eric dans son introduction. La zapette. Alors, tout d'abord, un petit focus sur la saison dernière. Comment s'est-elle passée? Vous savez que nous avions vraiment une offre limitée en rayon du fait de la grave crise qui nous a impactés au cours de cette année 2022. Ces achats de fin d'année, malgré tout, le foie gras garde une très belle place sur les tables de fête. C'est vraiment un incontournable des fêtes de fin d'année, malgré une morosité ambiante. Rappelez-vous la fin d'année dernière, où il y avait une ambiance très morose, sous ambiance de guerre en Ukraine, d'inflation à tout va, et vraiment quelque chose de très compliqué pour aborder ces fêtes de fin d'année. Et bien sûr, pour notre filière, une disponibilité en produits réduits.
Alors, nous avons résisté, malgré un marché des produits festifs qui est en recul par rapport aux années précédentes. Donc, cette fin d'année, une inflation, un contexte anxiogène pour tous les consommateurs. On ne savait pas même si on aurait du chauffage cet hiver, s'il n'allait pas falloir se limiter pour le gaz, pour l'électricité, etc. Un recul global de tous les produits alimentaires festifs, moins 2,3% d'unités vendues en grande surface pour les produits festifs, tout confondus. Et dans ce contexte-là, le foie gras a quand même résisté dans un contexte difficile en raison de son manque de disponibilité. Les rayons ont été beaucoup moins achalandés que les années précédentes. La production nationale, on va le voir tout à l'heure avec Marie, a reculé de 33%. Mais les achats des ménages, grâce aux quelques stocks qui restaient dans nos entreprises, n'ont reculé que de 19,2% en volume et nous avons une quasi-stabilité en valeur, moins de 2%, ce qui est tout à fait exceptionnel. Quand nous regardons sur les graphiques les évolutions en indice, vous avez sur la partie droite donc les ventes en volume. Nous sommes à 95 par rapport à l'indice de la saison festive 2019. Et pour ce qui est par contre du chiffre d'affaires, une progression de 14% par rapport à 2019. Donc, écoutez, ça aurait pu être pire, disons. Restons confiants et restons positifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, face à cette rareté de l'offre, nous avons connu une embellie pour ce qui est des produits de conserve. Alors, il faut comprendre ces graphiques de la façon suivante. Que représente la conserve? La conserve, c'est la faible part du marché, bien sûr, par rapport au mi-cuit. Le mi-cuit représente 82% à peu près des ventes, quand la conserve, c'est 18%. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? Effectivement, nous avions quelques conserves en stock qui se conservent d'année en année, qui ont pu être mises sur le marché. Et ainsi, alors que le marché a reculé de près de 600 tonnes, ce sont donc les conserves qui reculent beaucoup moins, qui restent stables et qui permettent donc d'assurer cette compensation en partie du recul des volumes. Et donc, en valeur, les conserves progressent de 10% de leur chiffre d'affaires. Et de la même manière, les blocs se démarquent. Face à une rareté de l'offre, les blocs se démarquent et gagnent en valeur. Donc, de la même façon, le même graphique ici nous montre la répartition des segments entre le foie gras entier, qui est 48% des volumes, le foie gras entier, 48% des volumes, et ensuite les blocs avec morceaux, 25%, et le bloc sans morceaux, entre 24 et 29%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Effectivement, le marché qui recule de 600 tonnes, c'est surtout plutôt les préparations les plus compliquées aussi à produire, que ce soit l'entier, le bloc avec morceaux qui sont les plus pénalisés, et le bloc qui reste aussi un produit plus accessible, recule beaucoup moins et reste effectivement un produit qui a attiré les ménages, notamment dans ce contexte inflationniste. Enfin, qu'est-ce que l'on peut constater sur cette saison festive 2022? Vous avez ici représenté la part des achats depuis 2019 en fonction de la taille des conditionnements. Donc effectivement, nos entreprises se sont adaptées en proposant beaucoup plus de conditionnements de petite taille. Cette catégorie, c'est la catégorie des moins de 100 grammes. Ensuite, la catégorie des 100 à 199 grammes. De 200 à 299 grammes et les gros tonnages de plus de 400 grammes. Donc, qu'est-ce que l'on constate en 2022? En 2022, ce sont vraiment les catégories de moins de 200 grammes qui ont vraiment progressé et qui pèsent jusqu'à 57% des ventes donc, au cours de cette saison festive 2022. Donc, une adaptation de nos marques qui aussi a permis de sauver cette saison festive 2022. Les achats également ont été anticipés en 2022. Rappelez-vous notre rencontre du mois d'octobre où nous conseillions effectivement de ne pas attendre le dernier moment pour prévoir son petit foie gras de Noël. Les produits étaient là, donc c'est déjà bien sûr les conserves sont là, mais il y avait déjà les premiers produits mi-cuits pour pouvoir se procurer le foie gras de Noël. Effectivement, ce message a bien été entendu puisque l'on constate que tant en volume qu'en valeur,
Là, le mois de décembre a été moins important que les années précédentes. Et effectivement, de toute façon, c'est aussi quelque chose que nous conseillons et que nous conseillerons à l'avenir, c'est de ne pas attendre le dernier moment pour choisir son foie gras pour fêter Noël. Alors, ce qui est important de constater, et aussi c'est que je vous explique ce petit graphique, c'est que pour les enseignes de la distribution, les foie gras, tant foie gras frais que foie gras en conserve, à pertiser, sont une très belle opportunité pour les hypermarchés comme pour les supermarchés. Là, ici, vous avez représenté, en prenant 100 la valeur, les ventes moyennes quotidiennes d'un produit festif, en prenant cette valeur-là, on voit qu'un foie gras en conserve procure 34% de plus de volume moyen hebdomadaire, de vente moyenne hebdomadaire, pas de volume, pardon, de chiffre d'affaires, de valeur, voilà. Et pour le foie gras frais, on est à 4 fois plus qu'un produit festif moyen. Donc effectivement, pour nos entreprises de la distribution, c'est des références qui sont très importantes et qui sont parmi les plus rémunératrices. C'est donc un point très important pour nos distributeurs de toujours offrir ce produit iconique de la gastronomie française dans leur rayon. Enfin, le dernier point, c'est à l'international. 2022, nous allons nous dépêcher d'oublier cette année, effectivement, parce qu'elle marque la plus mauvaise année depuis les dernières années pour notre filière. Alors tout d'abord, nous restons excédentaires. Nous ne sommes pas une filière qui coûte à la France. Nous avons un excédent commercial de 8 millions d'euros. Mais effectivement, nous avons perdu de la valeur en 2022. Pourquoi ? Nous avons un niveau d'exportation qui est autour de 80 millions d'euros, quasiment équivalent à l'année dernière. Alors malgré quelques volumes exportés en recul, moins 25% en cru, moins 19% en volume, mais du fait de la revalorisation des tarifs, nous arrivons à une valeur d'à peu près 80 millions d'euros qui reste stationnaire. Et ceci, malgré également les restrictions qu'il peut y avoir de la part de pays tiers quand il y a effectivement de l'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle sur notre territoire. Effectivement, ce qui handicape notre balance commerciale, c'est la valeur des importations qui a fortement augmenté en 2022 du fait de l'augmentation du prix moyen à l'importation en raison de la rareté de l'offre. Et là, les importations n'ont pas vraiment, donc, bien sûr, ne sont pas venues compenser en volume le manque de production française, puisque les importations de cru ont reculé de 8%, et de foie gras préparé 1%, ce qui est négligeable, mais par contre, c'est le prix moyen, et l'inflation qu'il y a eu justement au moment de Noël sur les produits crus, par le besoin de la restauration en particulier, qui était absolument nécessaire pour assurer les fêtes de fin d'année. Donc une balance commerciale qui reste excédentaire, mais qui a souffert en 2022. Voilà. Le dernier point, et c'est ce qui nous donne du baume au cœur, et que l'on a vraiment toujours, que l'on trouve qui est important de rappeler, c'est que le foie gras, comme d'ailleurs on va le voir, le magret ou le confit, sont des produits emblématiques de la gastronomie française. Ce sont des incontournables de fêtes réussies. Nous avons régulièrement, et nous le faisons ceci depuis 15 ans, un sondage que nous faisons à la veille des fêtes de fin d'année, que nous avons conduit en décembre 2022, pour vérifier s'il y a des évolutions tangibles dans la perception de nos produits auprès des consommateurs. De la même manière, nous avons vraiment une constance, c'est que les Français restent très attachés à ce produit foie gras pour les fêtes de fin d'année. 9 sur 10 consomment du foie gras et 84% l'associent à un moment de plaisir et de fête, qui peut être d'ailleurs en dehors de Noël ou de la Saint-Sylvestre, d'autres occasions de fêtes familiales. La fin d'année a été bien sûr une année morose malgré tout et anxiogène. Tout le foie gras, c'est un incontournable donc, des fêtes de fin d'année pour les 3/4 des Français, devant le saumon fumé et devant la bûche de Noël. Donc ça reste des valeurs qui sont stables. C'est un produit traditionnel, c'est un produit festif, haut de gamme, de qualité, qui fait plaisir et à partager. Donc effectivement, ce sont des constantes qui nous rassurent et qui nous permettent de garder confiance. On aime le foie gras, on aime le magret, le consommateur aime le confit.
De la même manière, il y a une confiance dans notre produit. 73% s'accordent à dire que le foie gras provient d'un animal en bonne santé. Par contre, ce que nous constatons, c'est qu'il y a une méconnaissance sur la façon dont on produit le foie gras. Et c'est d'ailleurs ce que nous expliquera Victor tout à l'heure. Ça reste un socle important de notre action interprofessionnelle, c'est de faire de la pédagogie pour expliquer comment on fait du foie gras, puisque seulement 11% savent que la petite phase d'engraissement, qui est le gavage, dure simplement 10% de la vie d'animal. Pendant 90%, nos animaux sont élevés en extérieur, comme les volailles sous label rouge, que vous connaissez peut-être plus également. Donc on a un accès systématique à un parcours extérieur. C'est un cycle d'élevage qui est de plus de 3 mois, c'est un cycle qui est long. Et ce n'est uniquement qu'après une préparation pendant les 15 derniers jours de la phase d'élevage ici, où on habitue le canard dans ses parcours à être nourri une fois par jour, où il prépare son jabot, qui ensuite il sera placé en salle d'engraissement pendant cette fameuse période de 10 jours, dans des logements qui sont tous des logements collectifs, puisque nous avons investi plus de 100 millions d'euros pour nous mettre aux normes européennes, il y a déjà maintenant depuis 2005 à 2015. Donc c'est une filière qui répond aux attentes sociétales en permanence. On essaye d'être réactif et toujours connecté à ce qu'attend notre consommateur. Et enfin, donc, le foie gras, c'est bien sûr un symbole de la gastronomie française qui a été véhiculé par les grands chefs à l'étranger, dans le monde entier. Aujourd'hui, on a à peu près 80 pays qui achètent peu ou prou du foie gras dans le monde. C'est vraiment très lié à la réputation de nos chefs français. Et d'ailleurs, même les chefs étrangers, je pense aux chefs japonais, s'approprient cette cuisine à la française et en sont fiers. D'ailleurs, en font quelquefois même un plat fétiche de leur carte de restaurant. Donc 93% s'accordent à dire pour que le foie gras fait partie du patrimoine gastronomique de la France. C'est d'ailleurs le Code rural qui l'a reconnu en 2006. Et enfin, ça participe au rayonnement de la France, au même titre, bien évidemment, on ne va pas être chauvin, de beaucoup d'autres produits de la gastronomie française qui font aussi l'attrait touristique de la France. On vient en France pour bien manger, et il n'y a pas que le foie gras, mais c'est vrai que c'est quelque chose que l'on recherche tous quand on voyage un petit peu, c'est de goûter les spécialités locales. Et Dieu sait si en France, il y a beaucoup de spécialités locales. Personne n'a envie d'aller déguster le fameux je ne sais quoi, je ne citerai rien, dans tous les pays de la qui est non, voilà, je ne lâcherai pas, mais ce qui est dans toute la cuisine internationale, dans tous les hôtels internationaux, qui est vraiment quelque chose que l'on trouve partout. Non, ce que l'on veut, c'est aller retrouver les spécialités des pays ou des régions. Enfin, le dernier point, c'est que l'origine France est quelque chose qui est important. C'est un logo et une identification de filière que nous avons mis en place il y a maintenant quelques années, aux côtés de l'indication géographique protégée pour toute la filière du Sud-Ouest, qui est une IGP reconnue depuis 2000. La démarche Foie Gras de France, Magret de France, Confit de France, c'est un logo qui est apposé et qui est mis en place sous la responsabilité des entreprises avec un contrôle tiers sur les produits qui sont nés, élevés, engraissés et transformés en France. Donc c'est un moyen et un repère complémentaire que nous avons voulu mettre en place pour nos consommateurs. Enfin, et le dernier point, c'est effectivement pour la restauration. La restauration est très mobilisée pour le retour du foie gras. 2022, nos professionnels, nos entreprises ont essayé de partager entre tous leurs débouchés, entre les ventes qu'ils faisaient directement aux consommateurs et les ventes de la restauration. La restauration, c'est 40% de nos ventes, 40% de la vente directe aux consommateurs, 15% l'exportation et 5% les ventes directes. Donc la restauration, pour nous, est quelque chose de très important. C'est un ambassadeur aussi de nos produits. Donc effectivement, en plus, les Français s'attendent à trouver du foie gras à 88% pour les fêtes de fin d'année. Et 58% tout au long de l'année, c'est quelque chose effectivement pour les touristes qui viennent en France, qui vont chercher ces fameux restaurants français, ils ont plaisir à trouver le foie gras. Alors le magret, bien sûr, on parle beaucoup de foie gras, mais nous avons un autre produit fétiche, le magret, qui est le plat
Ah non, c'est le deuxième plat préféré des Français. Il y a quelqu'un qui nous a pris la première place récemment. Mais en tous les cas, moi, c'est mon plat préféré. Je préfère vous le dire. Et mais pour mes enfants aussi. Donc c'est vrai que c'est un produit qui est extraordinaire. On va le voir, je crois, tout à l'heure, d'après ce que j'ai cru deviner sur la carte de ce qui nous serait proposé. Les beaux jours arrivent. Le magret, c'est un plat idéal pour cuisiner en extérieur, que ce soit sur le barbecue, sur les planchas, qui est vraiment un art de vivre à la française également. Pour les distributeurs, ils vont retrouver ces produits qui ont toute leur place dans les rayons. Et pour les chefs, effectivement, ils vont retrouver une place de choix sur les cartes des restaurants. Donc, en conclusion sur cette partie bilan de saison 2022, la filière sauve sa saison 2022 dans un contexte qui était exceptionnellement compliqué. Bon, le premier trimestre n'est pas beaucoup mieux, mais bon, on va regarder les choses avec simplicité. Pourquoi? Une morosité ambiance qui était peu favorable à la consommation, une offre pour nous qui était limitée en raison, bien sûr, de l'année catastrophique 2022, mais nos marques se sont adaptées en proposant une offre en conserve qu'ils avaient encore dans leurs entreprises, une offre en bloc qui est plus accessible pour les consommateurs compte tenu du contexte inflationniste et une offre en petit conditionnement pour se faire plaisir avec un budget qui est constant mais à une quantité un peu moindre. La filière garde confiance. Pourquoi? Parce que le foie gras, le magret, le confit sont vraiment des valeurs sûres de notre gastronomie. Le foie gras, c'est un incontournable des fêtes de fin d'année, mais pas que. C'est pour se faire plaisir également. Le magret est un des mets préférés des Français et il revient. Il va revenir au cours de cet été 2023. Enfin, la filière reprend confiance devant les évolutions sanitaires, ce qui me permet de passer maintenant la main à Marie, qui est notre spécialiste par rapport à ce sujet sanitaire qui nous occupe tant. C'est par là? C'est comme ça? Bien, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que moi, je vais vous parler plutôt de la partie sanitaire et après, on commencera à se mettre un petit peu l'eau à la bouche. Pour l'instant, je vais vous faire un point rapide pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'a expliqué Marie-Pierre. La filière est aujourd'hui confiante parce que les crises, ça aide aussi à apprendre et à progresser. Et pour le coup, on n'a pas été épargné. Donc, on a beaucoup appris. Et ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'être confiant parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a les outils qui nous permettent de voir un peu l'avenir de manière plus sereine. Et donc, c'est un petit peu ça que je vais essayer de vous exposer. Alors, la grippe aviaire, en 2022, Marie-Pierre l'a dit, c'était une année catastrophe pour nous en France, mais en fait, ça a été une année catastrophe pour le monde entier, puisque c'est un virus qui, pour la première fois, a touché à peu près tous les pays du monde. On citera l'exemple des USA qui ont été particulièrement touchés sur la filière poule pondeuse, avec 44 millions de poules pondeuses qui ont été abattues sur 58 millions de volailles victimes de la grippe aviaire, tandis qu'au niveau français, on enregistre 21 millions de volailles abattues, ce qui est déjà beaucoup. Les 35 pays européens ont également été touchés, donc on peut vraiment dire que personne n'a été épargné sur cette vague 2021-2022. Alors sur la France, tout particulièrement, on a enregistré près de 1400 foyers. Et en fait, l'épisode aussi a duré à peu près 6 mois sur décembre 2021 jusqu'à mai 2022, en commençant par une vague dans le sud-ouest, donc le territoire qui jusque-là avait déjà vécu 3 crises successives depuis 2017, enfin pas tout à fait successives d'ailleurs, 3 crises successives. Et avec à peu près 400 foyers. Et une fois que la crise s'était à peu près éteinte sur le sud-ouest, l'épisode aussi a touché les Pays de Loire au mois de février 2022. Et c'est là qu'on a pu en fait avoir vraiment les conséquences d'une crise qu'on espérait ne jamais vivre et qui pourtant s'est bien passée. Donc en fait, les Pays de Loire, la particularité des Pays de Loire, c'est que c'est vraiment le berceau de la génétique avicole française, et tout particulièrement pour notre filière, puisque c'est 100% de la génétique française canard
de la génétique mondiale en canard est présente dans les Pays de Loire et produite dans les Pays de Loire. Donc même si pour notre filière, ça représente que 20% du foie gras produit, c'est 100% de notre génétique et c'est aussi 70%, plus de 70% des canetons qui sont produits tout en France qui viennent de là. Donc forcément, quand cette région est touchée, c'est toute la filière française qui est impactée. Et donc avec 90% des reproducteurs, donc les reproducteurs, c'est les canards mâles et femelles qui donnent les petits canetons, ils ont été décimés sur cette crise 21-22. Donc toute la France a été touchée par cette crise 2022. Alors, suite à cette vague 2021-2022, la situation s'est stabilisée à peu près partout, sauf en Pays de Loire, puisqu'il y a eu une recrudescence à partir de septembre 2022. Donc c'est un peu une deuxième vague à cette crise qui a encore une fois impacté nos élevages de reproducteurs qui commençaient à se remettre en place pour essayer de revenir en production. Et donc une nouvelle fois en Pays de Loire, les élevages à l'arrêt et les élevages de reproducteurs. En mars 2023, il y a eu quelques cas en Bretagne sur la filière poule pondeuse, mais pour le coup, là, nous n'avons pas été touchés. Donc le dernier cas sur le territoire français date du 10 mars pour les élevages et du 4 avril pour la faune sauvage. Donc depuis le 4 avril, on croise les doigts, les choses s'assainissent. Alors, le bilan sur la production 2022, Marie-Pierre l'a dit, on enregistre une baisse de production de 33% pour tout un tas de raisons. D'abord, c'est parce que la crise et puis le manque de canetons. Sur 2023, cette deuxième vague ne nous aide pas évidemment, donc on attend encore une production limitée en lien avec le manque de canetons, les Pays de Loire qui sont à l'arrêt et les mesures de prudence qu'on a mis en place sur le sud-ouest sur l'hiver dernier, et on va en parler. Donc sur les 2 premiers mois de l'année 2023, on enregistre déjà une baisse de moins 27% et on attend un retour à la normale pour l'automne. Alors, comme si ça ne suffisait pas, le coût de la lutte contre l'influenza aviaire s'ajoute déjà à l'envolée des coûts de production. À la fois sur l'élevage, on enregistre plus 40% sur 2 ans sur les coûts de production, liés essentiellement à l'envolée du coût des matières premières, donc l'aliment a explosé, mais aussi au coût des charges fixes, liées à l'envolée des coûts de l'énergie, mais aussi à la grippe aviaire. Le maillon transformation n'est évidemment pas épargné, avec la hausse du coût de l'énergie essentiellement, qui va avoir des conséquences sur le prix des emballages, le prix du transport, le prix de la main-d'œuvre, etc. Et on s'attend aussi à une augmentation des coûts qui va durer. Donc, on a dit tout à l'heure, le Sud-Ouest a été épargné sur cette deuxième vague. Et pourquoi ? C'est la preuve, là, une preuve par les chiffres de la résilience de la filière, qui s'est dit ça suffit. Au bout de 4 crises, c'est terminé, on n'en veut pas une 5e. Et donc, les filières canards du Sud-Ouest, avec la filière volaille de chair, ils se sont réunis autour d'une table et se sont dit il faut qu'on trouve une solution. La vaccination, on ne l'a pas encore, donc on va essayer quelque chose, une expérimentation. On va créer un vide synchronisé de tous les élevages dans des communes bien identifiées, qui sont les communes les plus denses en élevage de canards et de volailles. Donc il y en avait 68 qui ont été identifiées, et dans lesquelles on a fait un vide synchronisé de tous les élevages du 15 décembre au 15 janvier. Voilà. Le vécu des crises nous a montré que c'était vraiment la période stratégique. Donc ça permettait d'avoir une dédensification progressive un peu avant et un peu après. Bilan de cette expérimentation plutôt concluante, puisque on a observé 95% de cas en moins. Il y a eu des foyers, mais il n'y a pas eu d'expansion, il n'y a pas eu d'épizootie sur le secteur sud-ouest. On s'est dit là, on tient vraiment quelque chose. Et donc ça a inspiré aussi le redémarrage pour les Pays de Loire. Il ne s'agissait pas de faire une 3e vague encore dans les Pays de Loire. Donc on a voulu assurer vraiment les choses sur les Pays de Loire, et donc on a appelé ça le plan Vendée. C'est-à-dire que de la même manière, on a identifié les communes les plus denses, il y en avait 45, dans lesquelles on s'est dit on va attendre avant de remettre en place. Donc les volailles commencent là, depuis le mois de mars, avril, à remettre en place. Les élevages de canards, eux, vont attendre le 15 mai avant de remettre en place dans ces communes. Et le 15 juin pour les salles d'engraissement pour la filière foie gras. Donc c'est les élevages de canards, de la filière chair et de la filière foie gras. On a aussi identifié nos élevages de reproducteurs qu'on a souhaité préserver. Donc s'ils ne sont pas dans ces 45 communes, on a créé des périmètres de protection autour de ces sites d'élevage de reproducteurs de la filière foie gras pour essayer de les protéger. Et donc les élevages sont interdits de remettre en place autour de ces sites-là.
Alors, c'est des initiatives qui fonctionnent, on le sait. Malgré tout, c'est des initiatives qui sont basées sur de la non-production. Donc, sans un accompagnement financier, ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, on peut dire que le succès du plan Adour a bien sûr fait mouche aussi au niveau du ministère, et donc on a pu avoir un accompagnement financier à la hauteur pour les éleveurs, et on peut s'en satisfaire. Malgré tout, les entreprises, elles, ne sont pas indemnisées, et une non-production, c'est aussi pas de produits à vendre pour les entreprises. Et là, il n'y a pas eu du tout de compensation pour les entreprises qui ont contribué à ce plan Adour dans le sud-ouest, et pour lesquelles les pertes sont conséquentes. Il y a aussi des producteurs qui sont dans les zones qu'on dit indemnes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été, ils sont dans des zones ailleurs en France, en Alsace, dans le sud-est, ils n'ont pas été touchés par des zones de restriction de mise en place, et donc ils ne sont pas indemnisables par l'État. Malgré tout, le manque de canetons, il a touché tout le monde, on l'a dit tout à l'heure, et donc ils ont aussi eu de grosses pertes parce qu'ils ont été obligés de garder leurs élevages vides par manque de canetons. Et là, aucune aide possible de l'État, malgré tous nos efforts, aucune solution n'a pu être trouvée, si ce n'est une solution partielle que l'on a pu mettre en place grâce au fonds sanitaire mis en place par les adhérents de l'interprofession du foie gras depuis 2018. Donc les producteurs du foie gras cotisent à un fonds spécial qu'on a pu mobiliser pour mettre en place un dispositif avec, en complément aussi du fonds de mutualisation sanitaire et environnementale qui permettra d'indemniser ces producteurs qui ont été lourdement impactés aussi. Alors depuis le 15 septembre 2022, on l'a dit, il y a eu cette vague en Pays de Loire. Le sud-ouest a été relativement épargné. Mais là, c'est pareil, on a assez peu d'annonces sur les indemnisations. Pour les producteurs, les choses sont annoncées avec des aides qui ne seront pas du tout au même niveau que l'année dernière, ça c'est sûr. Mais pour les entreprises de l'aval et les accouveurs, là par contre on attend des annonces un petit peu plus concrètes. Et on les espère en tout cas. En même temps qu'on discute de l'indemnisation des crises qui viennent de se passer, il faut réfléchir à l'avenir. Et ça se réfléchit maintenant pour l'hiver prochain. Voilà, la grippe, elle arrive en hiver, il faut y être préparé. Et on sait, on a des outils aujourd'hui. On l'a dit tout à l'heure, quand on dédensifie, quand on fait des vides, on arrive, en ciblant certaines communes spécifiques, on arrive à réduire significativement le risque. Et ça, c'est basé sur des modèles scientifiques. Et on espère aussi le deuxième outil, qu'on espère depuis déjà quelques années, l'outil vaccinal. Donc là, la vaccination a été annoncée par les pouvoirs publics à partir du mois d'octobre. Et l'objectif de cette vaccination, pour laquelle, a priori, on est quasiment sûr que les palmipèdes seront concernés, de protéger nos canards du virus, bien sûr, mais surtout de réduire les risques de diffusion, puisque c'est bien ça le problème qu'on a avec nos palmipèdes, qui sont très réceptifs au virus et donc qui le multiplient plus que d'autres volailles. Grâce au virus, le palmipède deviendra une simple volaille qui multipliera beaucoup, beaucoup moins face au vaccin. Grâce au vaccin, j'ai dit face au virus grâce au vaccin, voilà, qui multipliera beaucoup moins le virus, puisque voilà, donc on peut espérer endiguer l'épisode aussi grâce à ça. Donc en fait, les pistes de réflexion au niveau de notre filière, nous au niveau du foie gras, c'est d'abord de capitaliser sur les crises précédentes, sur le plan Adour, et aussi sur ce qu'on connaît aujourd'hui des solutions vaccinales qui sont proposées sur le territoire. Donc on sait aussi qu'il va falloir être toujours très vigilant sur nos sites stratégiques, c'est-à-dire les élevages de reproducteurs et les couvoirs qui abritent la génétique. Donc ça, il faut le réfléchir sur le long terme, à isoler le plus possible en fait ces sites-là du risque. Et on sait aussi que la vaccination, si elle se met en place à l'automne, il va falloir le temps que les animaux s'immunisent, le temps de mettre en place cette vaccination. Il y a beaucoup de choses encore à valider. Et donc on sait qu'il va falloir être prudent sur l'hiver prochain en abaissant la densité pour accompagner cette vaccination. Alors au niveau de la stratégie vaccinale annoncée par le ministère, si on fait le rétro-planning, on est en octobre. 1er octobre 2023, on commence à vacciner. Et il y a un certain nombre d'étapes par lesquelles il va falloir passer. Et au niveau du calendrier, si on peut être rassurant, on tient le calendrier. Le ministère tient le calendrier, on travaille étroitement avec le ministère, mais il y a un certain nombre d'étapes importantes. La première, c'était d'avoir des vaccins efficaces. Voilà. Pour savoir si les vaccins sont efficaces sur nos animaux, il fallait les expérimenter. Donc il y a 2 solutions vaccinales qui sont proposées. Et donc les expérimentations ont pu avoir lieu l'année dernière. L'État français avait pris les devants d'ailleurs,
était le premier à commencer les expérimentations. Puis ont suivi les Pays-Bas sur le poulet, la Hongrie, l'Italie, les Républiques tchèques. On est les seuls sur le canard. Et on sait aujourd'hui, grâce à la première phase d'expérimentation dont les résultats nous ont été présentés en décembre, que les solutions vaccinales fonctionnent bien. On a des vaccins qui font le job. Et ça, c'est vraiment très, très positif. Il y a une deuxième phase dont les résultats ne nous ont pas encore été présentés. C'est la phase qui permettra de calculer le R0, pour ne pas rentrer dans la technique, mais c'est le même R0 que pour le Covid. C'est combien d'animaux un animal contaminé est capable de contaminer. Vous voyez, hein, c'est la vitesse de diffusion. Donc ça, on attend encore les résultats, mais en tout cas, ce qu'on nous annonce pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt très très concluant. Donc on peut partir sur le reste du calendrier, puisqu'on a des vaccins qui aujourd'hui sont efficaces. Donc le ministère a annoncé le lancement de l'appel d'offres pour une précommande de 80 millions de doses pour des vaccins palmipèdes. Et en parallèle de ça, il faut établir la stratégie de vaccination. Et cette stratégie, elle doit respecter un cadre européen qui est défini dans ce qu'on appelle le règlement délégué ou l'acte délégué, qui autorise aujourd'hui les pays européens à vacciner contre la grippe aviaire, ce qui n'était pas le cas jusqu'à février 2023. Donc à partir de là, on a un cadre, un certain nombre de choses à respecter, notamment en termes de surveillance des animaux, de protection, de dépistage, pardon, puisque comme on l'a dit, le vaccin n'est pas stérilisant. Donc les animaux peuvent toujours être contaminés par le virus de la grippe aviaire, mais ils y sont beaucoup, beaucoup moins réceptifs. Donc c'est exactement comme pour le Covid, certains animaux pourront l'attraper, et donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir surveiller, donc de faire des dépistages réguliers des animaux. Tout ça, toute cette stratégie vaccinale qui englobe aussi cette surveillance des animaux est en cours de validation, est en cours même de construction pour mettre en place cette stratégie vaccinale avec les pouvoirs publics. Mais les premiers chiffrages que l'on a pu faire pour notre filière, parce qu'on est à peu près sûr d'être concerné par la vaccination, d'autres filières le seront peut-être, mais en tout cas dans un premier temps, la priorité est mise sur les palmipèdes. Les premières estimations qu'on a pu faire vont d'environ 1 € jusqu'à 6 € suivant le scénario qui est retenu. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas envisager de mettre en place une telle stratégie sur le terrain si derrière on n'affine pas évidemment le scénario, mais aussi s'il n'y a pas un accompagnement de cette mise en place de cette vaccination, sinon ça ne fonctionnera pas. Et évidemment, mais ça, peut-être même que j'en dirai pas assez et que Fabien va pouvoir en rajouter. Bien sûr, on ne vaccinera que si on peut garder notre capacité d'exporter. Et on parle pour nous, filière foie gras, mais on parle pour toutes les filières avicoles en France. Donc ce que l'on défend, c'est de pouvoir vacciner que sur une seule période de l'année pour laisser une porte ouverte sans vaccination qui sera du coup favorable aux exportations, puisque certains pays refusent encore les produits issus d'animaux vaccinés. Donc ça laissera une fenêtre d'exportation. Et il faut, en parallèle de tout ce travail technique et sanitaire sur la mise en place de la stratégie, il va falloir, c'est en cours, et bien en cours d'ailleurs, faire un gros travail de pédagogie avec les pays tiers pour faire accepter cette vaccination et préserver les exportations. Donc en conclusion, on peut dire que notre filière reprend vraiment confiance, mais là ce n'est pas des mots en l'air, devant les évolutions sanitaires, grâce d'abord au succès du plan Adour, donc on sait qu'on a une alternative à l'épiso aussi, on va dire, au repeuplement très prudent sur la zone Pays de Loire, avec les beaux jours en plus, c'est rassurant, on sait que les virus n'aiment pas la chaleur. Et on a pu obtenir la protection de notre génétique et de nos élevages de reproducteurs. Et ça aussi, c'est très important. On aura la possibilité de vacciner. On voit vraiment cette fenêtre s'ouvrir sur la possibilité de vacciner à l'hiver prochain. Donc c'est aussi très, très encourageant. Et on mettra en place une stratégie de production très prudente sur l'hiver prochain, justement pour accompagner cette vaccination. Donc voilà, en conclusion, le CIFOC prépare le retour de tous ces produits et je vais passer la main justement à Victor pour qu'il vous dise comment. Donc, bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter le puissant plan de communication qu'on a décidé de maintenir pour cette année 2023. Un plan de communication tourné autour de la transparence et de la pédagogie, c'est vraiment le fil rouge de la filière foie gras. Donc autour des métiers, de la filière, des savoir-faire
et également autour des produits, parce que ce plan de communication va venir en soutien au redémarrage de la filière et au retour des produits dans l'offre. Donc cette pédagogie, elle commence sur le terrain avec les professionnels qui vont ouvrir leurs portes lors des journées du patrimoine, donc le 3e week-end de septembre. C'est un moment assez important pour la filière et c'est la quatrième année consécutive qu'on renouvelle cet événement. Ça permet d'avoir des moments privilégiés entre les visiteurs et les professionnels qui leur permet finalement de valoriser, de montrer leur savoir-faire et expliquer leur métier. Cette année, au-delà des élevages, des entreprises qui vont ouvrir leurs portes, on aura également les restaurateurs, traiteurs et les boutiques de proximité qui vont ouvrir leurs portes aux visiteurs. Cette pédagogie, elle continue bien évidemment en cuisine, parce que Marie-Pierre l'a largement rappelé, le foie gras est patrimoine culturel et gastronomique français et fait rayonner la France, à la fois sur le territoire français mais également à l'international. Ça va se faire autour de 2 grands événements. Le premier, évidemment, c'est le lancement de la saison festive, au cours de laquelle il y aura la 19e édition du challenge foie gras des jeunes créateurs culinaires. Et puis on peut déjà vous dévoiler le thème de cette année, qui va être burger et foie gras, c'est chic et magique. Et puis ensuite, évidemment, tout au long de l'année, on va maintenir ce qu'on a débuté l'année dernière, c'est-à-dire les masterclass foie gras auprès des cuisiniers de demain, donc dans les écoles hôtelières, avec un représentant de la filière pour tout savoir sur le foie gras et un chef Eurotoc jeune pour expliquer comment on cuisine ce produit. On va continuer donc cette transparence et cette pédagogie au restaurant, avec pour la 6e année consécutive la semaine du foie gras, ce qui permet en décembre de retrouver le foie gras sur plus de 150 restaurants en France qui sont inscrits en tout cas dans cette semaine du foie gras. Évidemment, on le retrouve dans bien plus de restaurants. En tout cas, ça permet d'avoir une cartographie avec la géolocalisation de tous les restaurants qui proposent des recettes toujours plus gourmandes autour des produits de la filière et en particulier le foie gras en préparation de cette saison festive. Ensuite, on reste présent évidemment à la télévision avec 2 émissions, les petits plats en équilibre de Laurent Mariotte sur TF1 et puis Objectif Top Chef sur M6 pour justement appuyer le redémarrage de la filière et le retour du magret et du foie gras dans l'offre. Et ensuite, pour finir, on reste présent sur les réseaux sociaux avec une puissante campagne de communication. Ça fait déjà 2 ans qu'on a un programme qui s'appelle le programme Teach, donc toujours dans cet objectif de transparence et de pédagogie, donc avec nos 2 ambassadeurs, donc qui sont 2 ex-candidats de Top Chef, donc Pierre Chaumet qui nous fait l'honneur aujourd'hui de nous accueillir pour son déjeuner. Enfin, pour le déjeuner, et Mathias Marc. Et toujours dans cet objectif de transparence et de pédagogie, nos 2 ambassadeurs sont allés à la rencontre des producteurs, à la rencontre des entreprises de transformation, à la rencontre des épiceries fines, des offices de tourisme, justement pour découvrir les métiers, les savoir-faire et mettre en avant ces beaux produits. Donc voilà, je te laisse la parole, peut-être Pierre, pour que tu dises un petit mot. Et je vous remercie. Bonjour à tous. Bienvenue à Ambos, au restaurant. Effectivement, ça fait 2 ans maintenant que qu'on travaille, je vais parler au nom de Mathias, pour le CIFOC. Donc il y a pas mal de têtes que je connais et ça fait toujours plaisir de revoir les amis. Quoi dire? Je pense que beaucoup déjà a été dit. Le foie gras, c'est forcément un produit que moi aussi j'affectionne tout particulièrement car parce qu'on vient de dire plein de choses qui le décrit et donc je ne vais pas parler plus que ça. Très fier de collaborer avec maintenant le CIFOG et l'interprofession depuis plus de 2 ans. Très honoré, très fier, très heureux que cette conférence de presse se passe aujourd'hui ici à Ambos, dans le restaurant que j'ai ouvert avec ma femme Christina il y a maintenant 4 mois tout pile. C'est notre anniversaire de 4 mois d'Ambos, donc voilà, ça fait un petit truc en plus. Merci. Et puis voilà, j'espère que le repas vous plaira. Et puis vive le foie gras, bon appétit bien sûr. Voilà.
Merci, merci Marie-Pierre, merci Marie, Victor, merci Pierre. Bon, vous l'avez compris, hein, le foie gras, une valeur sûre, des incontournables des événements, des fêtes de fin d'année. Le consommateur nous le rend bien et des fois contraint à ne pas approvisionner parce que problème sanitaire. Hein. Mais le mot d'ordre était le partage, qui en est pour tout le monde. Et on a réussi malheureusement à des produits à être en rupture parce que c'est un produit tellement magique qu'on n'a pas pu satisfaire tout le monde. Mais aussi, vous avez compris qu'on est à la fois prudent. Prudent parce que on est responsable, on prend des mesures, on prend une décision pour à la fois passer le cap et éviter de vivre des catastrophes, mis à part que le virus, on maîtrise pas tout. Et qu'aujourd'hui, les enjeux d'un territoire, c'est trouver un peu de sérénité. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Aujourd'hui, mesures de sécurité, des mesures exceptionnelles de baisse de densité, ce qu'on a baptisé le plan Adour, des choses qui ont essayé de s'inspirer pour en même temps repartir en 2023 pendant l'automne, cumuler toutes ces mesures qu'on a pris fort et qu'on a d'expérience de crise sanitaire, et en même temps cette lueur d'espoir avec la vaccination. Nous sommes vraiment sur une année charnière. Une année charnière qui va, pour nous, c'est cumuler ce qu'on sait faire et la mise en pratique de la vaccination. En même temps, il a été évoqué que, et tous les métiers de bouche, mais aussi autres que l'agroalimentaire, on est sur des schémas d'inflation vraiment vertigineux. Je ne sais même pas si des fois le mot il est assez dur. Et là, nous aurons besoin forcément de l'ensemble de nos clients qui sont distribution et restauration pour mettre en œuvre et mettre en avant tous nos produits. Et après, forcément, on va retrouver du plaisir. Parce que le foie gras, le magret, le confit, c'est du plaisir. Et qu'on peut vous dire que dès l'été, le magret sera présent sur les cartes de restaurant. Pour aller au restaurant, demander du magret, on sera présent. Et bien sûr, le foie gras, il est incontournable. Toute l'année, si vous avez un événement, eh bien, oui, on sera présent. Pas dire plus. Vous avez compris que derrière, il y a des enjeux financiers, que sur l'année charnière, nous avons quand même besoin aussi d'accompagnement de l'État, parce que un chiffre, il faut retenir, hein, la vaccination, ce n'est pas gratuit. Elle peut avoir un impact, c'est près de 1 euro à 6 euros. Donc, nous sommes dans les charnières. L'État doit être derrière nous pour nous accompagner pour la mise en œuvre, mais aussi passer ce cap-là. Alors, je pense que là, avec mes collègues, Fabien, Michel Fruchet, Marie-Pierre, Victor et Marie, nous sommes heureux et Benjamin Constant, qui est là aussi, représentant des producteurs, à répondre à vos questions. Qui se lance Bonjour, Yannick Groux d'Agrapresse. Deux petites questions sur le volet sanitaire. Donc pour l'hiver prochain, 2023-2024, vous parlez de capitaliser sur le plan Adour. Est-ce que ça veut dire que on se dirige, là je parle plutôt pour le sud-ouest, faire une sorte de plan Adour entre guillemets light pour combiner avec la vaccination? Et deuxième question, plus sur le coût du vaccin. Voilà, vous évoquez un coût qui peut aller entre 1 et 6 euros par animal. Qu'est-ce qui explique cette différence? Alors, on va la faire à deux voix. Alors, oui, en effet, quand j'évoque la partie charnière, l'année charnière, c'est à la fois s'inspirer de ce qui a marché, ce qui nous a permis dans le sud-est de passer le cap et de ne pas être à l'arrêt, de ne pas arrêter les entreprises, et à la fois cumuler le bénéfice de la vaccination. Un canard vacciné, voilà, il faut 4 semaines pour qu'il soit immunisé. C'est à la fois de la prudence sur nos mises en place, mais en même temps tenir compte de ce bénéfice de vaccination. Alors, sur la partie technique du coût vaccination, on va rentrer dans la taille de l'eau, et là je laisserai Marie pour l'expliquer.
Oui, sur le coût, en fait, c'est essentiellement la surveillance des animaux qui va impacter le coût, parce qu'on a des élevages en France qui sont de tailles très très différentes, alors que la surveillance c'est la même. C'est-à-dire qu'on dépiste un nombre mini d'animaux plusieurs fois pendant la bande d'élevage, et donc forcément, si on divise par le nombre d'animaux produits, ben, le coût il peut être doublé, triplé, quadruplé, voire multiplié par 6. Et quand j'en appelle quand nous, nos CIFOC, nous appelons à l'aide de l'État, c'est qu'ils prennent en compte la particularité de notre filière. On est une seule filière à avoir une particularité de la fois des dépendants, ce qu'on appelle les circuits courts, qui mènent les animaux depuis un jour jusqu'au bocal et jusqu'à l'assiette, mais aussi la filière longue. Et cette particularité de taille de l'eau, mais aussi de mode de production, il faut que l'État nous entende et qu'on puisse se prendre en compte. Alors, j'ai une question en ligne de Pascal Ledouarin pour Réussir Volaille. Est-ce que vous pouvez détailler les aides en ZI? Alors, Zone indemne, pardon. Hein. à zone indemne, alors très simple, des aides d'État, il n'y en a pas. Problème de zone indemne. Ce qu'on a mis en place avec le FMSE, le Fonds sanitaire environnemental, c'est qu'il y a un socle commun qui permet, à travers des cotisations des professionnels, d'indemniser les producteurs qui se retrouvent en zone indemne. Pour notre filière, nous avons créé en 2018 un fonds sanitaire qui va venir en soutien, en complément de ce fonds sanitaire, de ce FMSE, pour venir indemniser les producteurs qui ont été aussi, comme tous les autres qui sont en zone réglementée, qui ont subi des pénuries de canetons, dont l'arrêt de production. C'est simplement sur de l'organisation professionnelle. Merci. Alors, toujours pour Pascal Ledouarin, en matière de vaccination, quelles aides allez-vous demander? Alors nous, nous voulons, je vais reprendre un slogan, c'est nous voulons vacciner et exporter. Et sur la partie vaccination, comme nous sommes dans les années charnières, nous demandons à ce que l'État prenne l'ensemble des coûts liés à la vaccination. Merci beaucoup. Donc, Christophe Duhamel, Marmiton Reward. Une question plus sur le côté plaisir et dégustation. Est-ce que vous avez des chiffres sur la proportion de consommation du foie gras en cuisiné et en non cuisiné? Alors là, je vais me retourner vers des spécialistes. Fabien ou... Autant par réseau, Marie-Pierre l'a cité tout à l'heure, il y a à peu près 40% de nos volumes, habituellement, sans crise, qui s'en vont vers la restauration, donc qui sont plutôt du cru, et 40% qui vont vers la grande distribution, qui sont plutôt du transformé, sachant qu'après, il reste 20% qui se partagent entre l'export, qui représente 15 points, oui, à peu près, et 5% de vente directe. Donc la vente directe, on a à la fois du cru et du transformé, c'est pas une réponse très claire ce que je fais, mais bon. et l'export, ben, ça dépend beaucoup des destinations. L'Asie, par exemple, est très très friande de froid cru. Hein. Le premier pays destination, c'est le Japon, et c'est presque que du foie cru. Donc bon, on arrive à une proportion de cru quand même importante encore, et de produits cuisinés chez soi. C'est ça que vous vouliez savoir, bien sûr. Bonjour, Dominique Chapuis, Les Échos. Vous avez parlé d'une baisse de production de 33% l'an dernier. Ça représente en chiffre d'affaires, en valeur, une perte de combien pour les éleveurs? Est-ce que c'était chiffré ou pas Aujourd'hui, côté producteur, sur l'accompagnement financier de l'État, il y a pratiquement 200 millions d'euros qui ont été versés par c'est la perte d'arrêt de production, c'est les pertes économiques. Voilà. Et là, c'est toute filière confondue. C'est pas que nous, c'est avec la partie Gallus, poule pondeuse d'Inde. Il n'y a pas d'élevage qui ont mis la clé sous la porte à cause de la crise? Je pense que aujourd'hui,
les élevages qui se sont arrêtés dès les premières crises d'influenza, sur 16-17. Aujourd'hui, les exploitations que nous avons là, ce sont des exploitations qui avaient investi pour, mettre les animaux à l'abri, avec l'alimentation à l'abri. C'est des investissements qui sont portés sur du long terme et qui demain seront présents. Aujourd'hui, on a besoin de cette vaccination qui va permettre de sécuriser et avoir une résiliation sur la production. Oui, bonjour, Hélène Chaligne, Contexte. Je reviens en arrière sur la question de Pascal sur l'indemnisation partielle avec votre fonds sanitaire. Est-ce que vous avez chiffré le nombre d'éleveurs qui pourraient être concernés par cette aide et ce qu'il y a dans l'enveloppe? Comment est-ce que vous allez la répartir, quoi? Alors, l'enveloppe côté FMSE, c'est 3 millions d'euros. Côté SIFOC, on a débloqué 2 millions d'euros. Combien de producteurs difficile à voir parce que, bon, comme dans toute aide, il y a un cahier des charges pour être éligible. Et là, bon, le dispositif va s'ouvrir. Bon, on verra combien voilà. Ce qui est sûr, c'est que dans nos simulations, les personnes avec notre complément de notre filière, ils vont être indemnisés à hauteur de 85%. Néanmoins, si par cas on dépasse l'enveloppe des 3 millions d'euros FMSE et 2 millions d'euros, il y aura un stabilisateur et le pourcentage d'aide baissera. Voilà. Grâce au fonds sanitaire du SIFOG, les producteurs du foie gras pourront avoir un bonus, en fait. Ils pourront être mieux indemnisés que ceux des autres filières. Voilà, un bonus de 30% en plus par rapport à l'indemnisation de base du FMSE. Alors, une question en ligne de Valérie Dem pour Sud-Ouest. Elle aimerait savoir quand sera défini le plan de vaccination, quels animaux seront vaccinés en priorité et quelle assurance de disponibilité en vaccin? C'est aussi une des raisons pour lesquelles on tient à être prudent sur l'hiver prochain, parce qu'on n'est pas à l'abri que la stratégie et le calendrier ne puissent pas être tenus, pour tout un tas de raisons. Il y a encore énormément de choses à valider, et notamment les enjeux export. Donc on souhaite rester prudent sur les mises en place, c'est ce qu'a expliqué Eric tout à l'heure, c'est l'année charnière. On va être prudent sur l'Adour, on va être prudent sur l'Ouest aussi, pour, au cas où il n'y aurait pas de vaccination, qu'on puisse quand même assurer l'absence d'épisodes aussi. Donc il y a encore trop d'inconnus, en fait, c'est difficile de dire que... voilà. Mais ce qu'on sait, c'est que les palmipèdes seront prioritaires, ça c'est sûr. Si jamais on n'avait pas assez de vaccins pour vacciner France entière, certainement que les gros bassins de production seront vaccinés en tout premier. Voilà, si on doit dire qu'il y aura une priorisation, ça sera sûrement dans ce sens-là. Mais ce qu'on espère, c'est qu'on puisse vacciner France entière. Enfin, nous, on va tout faire pour, en tout cas. Ce que nous ne voulons pas, c'est que nous ne voulons pas aller trop vite et abandonner la partie sport. Nous voulons qu'en parallèle, l'ensemble des dossiers avancent. À la fois la négociation internationale pour les sports, mais aussi la partie stratégie vaccinale, où, oui, la filière canard, comme dit Marie, sera parmi les prioritaires. Merci. Une dernière question de Valérie Dem pour Sud-Ouest. Quelle prévision en termes de disponibilité des canetons pour l'automne? Alors, la disponibilité pour l'automne, c'est vrai qu'à partir du mois d'octobre, nous allons revenir à une disponibilité qui va correspondre à nos besoins de marché. Voilà, mais ça veut dire que nos animaux qui vont satisfaire et approvisionner les fêtes de fin d'année, c'est les animaux qu'on met en place au plus tard, fin août, début septembre. Voilà, ça c'est au plus tard. C'est-à-dire que pour les fêtes de fin d'année, il y aura encore cette année une sorte de tension sur la disponibilité produit.
Ouais, oui. Le canton et le vaccin aura des effets sur la disponibilité 2024, c'est clair. Le retour des cantons. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour de questions. Ah, une dernière, et puis je vous propose qu'on continue les questions à table pour qu'on puisse commencer le service. Jérémy Denoyer, je travaille pour l'Auvergnat de Paris. J'avais une question sur la partie CHR. On est aujourd'hui dans un restaurant. Vous avez dit que certains établissements avaient pris la décision de retirer de leur carte le foie gras. Est-ce que vous avez une estimation un petit peu sur le recul de l'offre du foie gras en restauration en CHR? Non, on n'a pas de recul. En fait, spécifiquement, on n'a pas forcément de chiffres. Ce qui s'est passé, c'est que y a des restaurants sur leur menu de fête de fin d'année qui n'ont pas voulu prendre le risque de manquer de foie gras pour un menu qui a été vendu pour un réveillon ou quelque chose comme ça. Voilà, ce phénomène-là, on l'a vécu. Après, la demande en restauration, elle est là. Hein. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y a une question. Colani Chela pour les marchés. Vous avez parlé des exportations. Je voudrais savoir comment ont évolué les exportations vers le Japon et les autres grandes destinations avant et actuellement. Comme Marie-Pierre l'a présenté, en 2022, on a une balance commerciale qui s'est effondrée parce qu'on avait moins de volume. Néanmoins, on a quand même fait alors pas une belle saison, mais on a quand même fait de la valeur à l'export parce que on a exporté pour 80 millions d'euros en valeur, donc comme 2021. Qui finalement pour comme 2021, qui finalement pour une année de crise est quand même une bonne année. Malgré tout, le phénomène, Marie-Pierre l'a présenté, c'est le fait que la rareté de l'offre a conduit à une augmentation du prix moyen, mais exponentielle sur tous les produits d'importation. Et ce qui fait qu'on est passé, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais on avait 80 millions d'exports en valeur et on a fait 70 millions d'imports en valeur. Alors que normalement, on aurait dû être autour de 40 millions. On a des prix qui ont parfois doublé sur les prix moyens, et ce qui fait que notre balance commerciale, elle s'effondre à 8 millions d'euros. Malgré tout, on a eu quand même quelques périodes aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs si on suit la balance commerciale, c'est que ça s'est vraiment effondré sur les premières crises influenza. Malgré tout, comme l'ont dit dans les différents discours, on a capitalisé sur le retour d'expérience qu'on avait et on a réussi à régionaliser sur beaucoup de pays, dont le Japon, qui est notre premier importateur au niveau pays tiers, qui est notre premier marché. Et on a régionalisé, ce qui nous permet d'avoir un statut non indemne de la France, mais d'exporter depuis des régions, des zones géographiques qui sont indemnes d'influenza. Pour compléter ce que vient de dire Victor, en plus, et regarder vers l'avenir, c'est que malheureusement, avec la succession des crises, eh bien, on a des pays qui s'adaptent. C'est-à-dire que comme il y a des embargos et qu'on sait qu'à certaines périodes, on peut exporter, ils massifient leurs demandes sur ces périodes. Ce qui fait que c'est une des raisons pour lesquelles, en vaccination, on ne veut vacciner qu'une partie de l'année pour pouvoir continuer à exporter. Parce qu'on a bien vu que les pays s'adaptaient, en particulier en Asie. Juste pour rajouter un élément, parce que spécifiquement sur le Japon, quand on dit vacciner et exporter, on sait très bien qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, le Japon n'accepte pas la vaccination. Et c'est là où on demande un gros travail des autorités françaises, de ne pas attendre que le sujet soit traité dans des instances européennes internationales, mais d'aller négocier ce qu'on appelle en bilatéral avec le Japon spécifiquement pour faire accepter la vaccination aux Japonais. Et ce qu'on attend aussi, c'est qu'aujourd'hui, tous les départements exportateurs sont bloqués sur le Japon, mais qui devraient réouvrir incessamment sous peu.
Donc on attend une réouverture rapide et une négociation aussi rapide pour l'acceptabilité de la vaccination. Alors, merci déjà à vos nombreuses questions. Déjà, je renouvelle mes remerciements d'avoir répondu à notre invitation. Je pense qu'on a essayé de répondre à toutes vos questions, même si des fois il y a des chiffres, on n'avait pas. N'hésitez pas à nous interpeller. Sachez que la filière foie gras, voilà, depuis 2017-18, en année de crise, on est toujours présent, on fait des efforts, on travaille. Et vous avez vu que derrière, on va faire preuve d'expérience que nous avons vécue pour être nouveau présents et revenir. Mais à la fois, prudence, confiance et prudence. Merci beaucoup. Et merci avec nos amis qui sont en ligne et qui sont connectés. Et nous allons passer à table.